Parlons dans ce chapitre d'automatique du réglage PID. On fait un saut dans la matière de façon à voir quel est le but final du cours de régulation qui est de pouvoir réguler en boucle fermée. Donc bien souvent dans la littérature, tout ce qui est réglage PID se voit tout à la fin du livre, ce qui fait que en se mettant à la place d'un novice, c'est seulement à la fin qu'on comprend quel est l'intérêt de tout ce qui a été vu avant et quel est en fait comment fonctionne une régulation en boucle fermée. Donc ce que je propose ici, c'est d'un peu anticiper tout ça pour mieux comprendre ce qui va se faire en amont et de montrer comment on régule en mode automatique, comment on paramètre le gain, l'intégrale et la dérivée avec une méthode simple qui ne demande pas de prérequis en mathématiques ou en théorie particulière sur l'automatique. Alors, la première question à se poser, c'est quel est le type de régulation? Parce qu'on a parlé de régulateur PID, mais en fait, on peut très bien ne pas forcément utiliser les trois actions en même temps. Donc, d'ailleurs, le régulateur le plus couramment utilisé en industrie, c'est le régulateur PI. On verra que le régulateur, même juste proportionnel, donne de bons résultats dans certains cas, et même encore un régulateur encore plus simple, tout ou rien, peut aussi donner des résultats satisfaisants. Alors cette échelle, elle est valable pour les systèmes du premier ordre, donc qui correspondent au modèle de Broyda, et il faut faire le rapport de la constante de temps sur le retard. Constante de temps sur le retard. Et plus ce nombre est faible, c'est-à-dire plus le retard est grand devant la constante de temps, plus en fait c'est une régulation, un process qui va être difficile à réguler. C'est normal puisque le retard est un élément déstabilisant. Le retard, c'est un délai entre une action du régulateur, une demande du régulateur, et son résultat sur la mesure. Donc, plus le retard est grand devant taux, plus c'est difficile à réguler. Alors, prenons un exemple sur une régulation que nous avons déjà vue et on l'a même identifiée à partir d'un relevé de mesure expérimental en boucle ouverte. Donc, c'est une régulation de température dans ce circuit hydraulique. Puis, il y a une résistance de chauffe, un circulateur et des PT100 pour mesurer la température. Nous avons identifié ce système du premier ordre comme étant celui-ci, avec une constante de temps de 441 secondes et un retard d'à peu près 7 secondes. Donc si on fait le rapport taux sur θ, on a un rapport de 63 unités. Et on voit que sur l'échelle, on se situe bien loin à gauche. Donc c'est-à-dire dans le domaine du possible avec des régulateurs très simples tout ou rien. Donc ça nous donne une indication, cette régulation de température, c'est une régulation très gentille, très simple à réaliser. Alors voyons comment on pourrait gérer cette régulation de température avec un simple régulateur tout ou rien. En fait, à la limite, il ne faut même pas de régulateur. Des simples comparaisons des blocs de comparaison peuvent suffire. Donc on a une consigne à 50 degrés. On pourrait définir deux seuils à 50,5 à 49,5. Et puis voilà ce que donnerait la régulation. Donc le PV augmente à partir de la température initiale. Lorsqu'on arrive au seuil haute température, eh bien, la chauffe s'arrête et on redescend en température. Une fois qu'on passe en dessous du seuil bas, on rechauffe ici et on monte jusqu'au seuil haut et ainsi de suite. On coupe la chauffe, on redescend. Donc on aurait une température qui fluctue entre ces deux seuils de façon relativement lente puisque les constantes de temps sont élevées. Donc c'est une régulation très simple qui est en fait celle utilisée sur une chaudière par exemple au fioul classique qui comprend un aquastar ou sur une friteuse. Un simple contact sert à la régulation et fonctionne sur un seuil haut et un seuil bas. Bien sûr, plus on rétrécit l'intervalle du seuil,
plus le nombre d'enclenchements arrêts va être élevé, ce qui n'est pas forcément souhaitable. Alors, bien que cette régulation tout ou rien soit déjà satisfaisante, si on veut mettre en place des régulateurs PID, on peut le faire. L'échelle indiquait un rapport de 63 et on était dans la gamme du tout ou rien, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser un régulateur proportionnel. Si on a envie de rentabiliser ce qu'on a vu en régulation, mais on peut très bien construire une chaîne comprenant un régulateur PI mixte. Ici, on a notre fonction de transfert du système avec ma constante de temps 441. Ici, dans le bloc delay, on a configuré un retard de 7 secondes. Ici, on a la saturation du régulateur de 0 à 100%. Et ici, on a mis le TI, c'est-à-dire la correction intégrale à 0. Donc, soit on met un TI très très grand, théoriquement à l'infini, puisque je rappelle que le paramètre qui agit sur l'intégrale, c'est 1 divisé par le TI. Donc, si on veut annuler la correction intégrale, il faut placer un TI très très grand. Donc ici, il y a moyen de rentrer 0 dans le gain, donc c'est ce qu'on va faire ici, ce qui veut dire que le TI est infini. Alors, voyons ce que ça donne au niveau de Scilab. Donc, voici ce schéma-là que j'ai dupliqué de façon à avoir un schéma avec en simultané la courbe du PV et la courbe de sortie régulateur, et aussi juste le PV. C'est pour une question d'échelle de graphique. Alors, en général, on peut commencer avec un gain de 1 lorsqu'on cherche les paramètres. On verra ça juste après avec la méthode du réguleur. On commence avec un gain de 1 et on annule l'intégrale. Et on regarde ce que ça donne. Donc, je rappelle qu'on a une consigne ici de 50 degrés. Alors, si on regarde les courbes, eh bien, on voit ici que ça ne satisfait pas du tout ce régulateur proportionnel. Il ne convient pas. Pourquoi? On voit qu'on démarre à 40 et qu'on ne va jamais arriver aux 50. On en est très très loin. Donc, ce qu'on fait alors, c'est qu'on augmente le gain. Et comme on a supposé, avec ce rapport de θ surtout, que c'était une régulation facile, ça nous indique avec un peu d'expérience que on va pouvoir être assez agressif sur la régulation et mettre des gains élevés. Donc, par exemple, je vais mettre un gain de 25 ici pour essayer. Je vais le mettre des deux côtés. Et qu'est-ce que ça change par rapport à la situation précédente? Eh bien, je vois que déjà avec un gain de 25, là, je m'approche assez fort des 50 degrés de consigne, mais quand même avec un écart qui est de combien? Eh bien, si je clique ici, je vois que j'ai une température finale de 49,1, donc j'ai un écart de 0,9 degrés, ce qui n'est déjà pas énorme, on pourrait s'en contenter. Alors, si je veux encore réduire cet écart, ben j'ai la possibilité d'augmenter encore le gain ici, je vais le passer à 50, ou même à 60, je vais le passer à 60 ici, et ici aussi. Alors en simulation, ça donne quoi? Eh bien, vous voyez qu'on s'approche encore plus de la consigne, sans toutefois l'atteindre. On avait vu que l'inconvénient d'un régulateur purement proportionnel, c'est qu'il n'atteint pas la consigne. On voit qu'ici, on a une erreur de 0,4 degrés, et c'est cette erreur de 0,4 qui maintient un certain niveau de sortie régulateur. Alors, c'est là qu'est l'intérêt de l'autre courbe, qui est celle-ci, où là, vous voyez la température. Donc, là, en vert, c'est le PV, et en noir, ici, c'est la sortie régulateur. Donc, on voit que lorsque c'est stabilisé, c'est 0,4 degrés d'erreur fois 60 donne un signal de sortie régulateur qui est ici de 23,6, 23,7 on va dire. Et on voit que c'est une régulation facile. Pourquoi? Eh bien parce que le régulateur finalement, il est à fond quasiment tout le temps, juste avant d'arriver aux 50
degrés, tout près. Donc, si on zoome ici sur cette partie de graphique, on voit que les 50 degrés, on les approche très très fort dans cette zone-ci, et on voit que la sortie régulateur, elle est à fond jusqu'à cet instant-là, où en fait on est très très proche de 50 degrés. Donc juste avant d'arriver aux 50 degrés, on va seulement commencer à diminuer la chauffe. Donc ça, si on peut faire ça, c'est que c'est vraiment une régulation très facile, où il y a finalement peu d'inertie. Donc voilà pour ce régulateur proportionnel. Et si on regarde l'autre courbe, est-ce qu'on peut se satisfaire de ça? Est-ce qu'on pourrait aller plus vite? C'est difficile d'aller plus vite puisqu'on est à fond tout le temps quasiment. On vient de le voir ici, on est à fond tout le temps juste avant d'arriver aux 50 degrés. Donc c'est difficile de faire plus rapide. Alors, on voit qu'on a un écart statique, mais quel est cet écart statique? Il est de 0,4 degrés. Donc, si on regarde ce que ça donne en termes de pourcentage, eh bien, on voit que 0,4 sur 50 fois 100, ça fait seulement 0,8%. Alors aussi, si on parle en termes de tolérance de la sonde de température, eh bien 0,4 degrés, on est dans la tolérance. Donc c'est un peu du luxe, c'est un peu exagéré de dire que ce n'est pas encore suffisant, qu'il faut annuler l'écart. Cependant, je vous propose c'est quand même d'essayer de faire un pays, rien ne nous en empêche. Donc même si l'échelle conseillait ou indiquait qu'un tout ou rien était suffisant, ça n'empêche qu'on peut quand même, si on veut, réaliser un régulateur proportionnel intégral de façon à vraiment annuler cet écart. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc je reprends mon fichier Scilab et je vais maintenant, à partir de mon régulateur proportionnel, ajouter une composante intégrale. Alors, on peut indiquer une valeur que l'on veut, puisqu'on est en simulation, il n'y a pas de risque à ce niveau-ci. On n'est pas sur un process réel. Alors, le danger, ce serait de mettre une valeur faible de TI, ce qui donnerait une réaction très forte de l'intégrale et peut-être une instabilité. Donc, par exemple, on peut faire ceci. Par exemple, 1/5, donc ça veut dire qu'on passe à un TI de 5 secondes, ce qui est très peu par rapport à une constante de temps de 441 secondes. On a quand même toutes les chances que ça ne fonctionne pas avec un peu d'expérience. Donc on voit ici que voilà, on a une courbe qui ne ressemble pas du tout à ce qu'on souhaite. Donc on voit que cette correction de 1/5 n'est pas correcte. Alors, il faut très peu d'intégrale. Donc, puisqu'on est déjà quasiment à la consigne avec le gain. Donc, on va placer un TI assez faible. On peut essayer avec 1000, par exemple, et voir ce que ça donne. Alors, vous voyez qu'ici, on passe légèrement au-dessus des 50, et puis, étant donné qu'il n'y a pas de refroidisseur sur cette régulation, on va, en tout cas on ne l'a pas activé, on va ici redescendre très lentement vers les 50. Donc, si on veut éviter ce petit dépassement, eh bien, on peut encore réduire, et avec un peu de recherche sur la valeur du TI, on arrive ici à 1300 secondes. Et regardons ce que ça donne. Donc, vous voyez que ici, on colle quasiment parfaitement aux 50 degrés en montant quasiment linéairement. Donc, on reste à fond jusque quasiment aux 50 degrés et puis on arrive aux 50 degrés ou presque, il y a un très léger écart et si on attend assez longtemps, on va coller dessus. Mais donc voilà, le pays peut fonctionner également, mais on voit que finalement, il va nous donner une amélioration, mais de quelques dixièmes de degrés, ce qui n'est pas vraiment représentatif sur une régulation sur 50 degrés. Donc voilà pour cet aspect choix du type de régulateur. Donc, la conclusion ici, c'est que avec le pays, on atteint la consigne. C'est bien ce qu'on avait défini, c'est bien ce qu'on avait
établi comme conclusion précédemment. Donc l'intégrale permet d'annuler l'écart. Ici, comme il était déjà presque nul, ça n'apporte pas grand-chose. Alors, parlons maintenant de la méthode du régleur. Quelque part, je l'ai déjà utilisée juste avant, puisque la méthode du régleur, en fait, c'est une méthode empirique. Empirique, ça veut dire qu'elle est basée sur des essais. Alors, c'est une méthode qu'on ne voit pas tellement dans les ouvrages de régulation. Souvent, dans les bouquins de régulation, il y a énormément de mathématiques. Et justement, cette méthode empirique, elle ne repose sur rien de mathématique. Si forcément les justifications sont mathématiques des comportements, mais en tout cas pour l'appliquer, on n'a pas besoin de connaître ni transformer de la place, ni analyse harmonique, comme on va voir par la suite. Donc c'est une méthode qui présente l'avantage, c'est d'être très simple. C'est un jeu d'enfant à partir du moment où on a compris la méthode. Et donc c'est une méthode, c'est-à-dire on va appliquer une recette de cuisine simplement pour trouver les paramètres P, I, éventuellement D. Alors, son inconvénient, c'est que c'est une méthode empirique. Donc, ça veut dire qu'il faut réaliser des essais. Alors, il y a deux solutions. Soit on réalise des essais directement sur le procédé, en boucle fermée, et alors on n'a même pas besoin de faire l'identification. L'identification, retrouver la fonction de transfert, on n'a même pas besoin de ça. Ça veut dire qu'on va devoir réaliser des essais sur le procédé, ce qui n'est pas toujours possible. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas forcément le temps de réaliser des essais, ou alors les essais sont trop longs. Une régulation de température, un seul essai peut prendre énormément de temps, ou alors les produits utilisés coûtent cher, la production coûte cher, et donc on n'a pas l'opportunité de pouvoir faire de nombreux essais. Par contre, cet inconvénient, il peut être réduit ou même annulé à partir du moment où on fait un seul essai en boucle ouverte et on identifie le procédé comme on l'a fait lorsqu'on avait établi la fonction de transfert à partir d'un fichier Excel. Et à ce moment-là, les essais, on les réalise sur un simulateur, sur Scilab, sur MATLAB. Et voilà, les essais, ils ne coûtent rien du tout et ils durent 3 secondes, juste le temps de lancer la simulation et de changer les paramètres. Donc, je dirais que cette méthode empirique, c'est sans doute, même si on n'en parle pas tellement dans les ouvrages, parce qu'elle n'est pas mathématique, alors que tous les ouvrages sont globalement à 98% contiennent des mathématiques, eh bien, cette méthode est sans doute la plus utilisée en entreprise pour tous ceux qui veulent faire de la régulation sans maîtriser toute la théorie qu'il y a là derrière. Alors, voyons comment fonctionne cette méthode sur un exemple concret. Donc, on a une fonction de transfert ici, qui est celle-ci, et on va l'implémenter dans un fichier Scilab, et on va décrire la méthode du régleur avec un certain cahier de charge qu'il faut absolument préciser. Donc ici, on veut un dépassement maximum de 2 degrés, donc c'est une régulation de température. On veut choisir un régulateur PI et aussi tenter un régulateur PID. La consigne, elle est de 20 degrés. On démarre avec une valeur initiale de 10 degrés et on a un retard de 20 secondes sur cette fonction de transfert. Alors, décrivons les étapes de la régulation pour un régulateur proportionnel intégral. Alors, remarquez qu'il y a une petite erreur dans la fonction de transfert, donc c'est bien exposé en 3 ici. Pour l'instant, on n'a pas encore vu ce système, ce procédé qui n'est pas du premier ordre, puisqu'on a ici un exposé en 3 qui est du 3e ordre, mais c'est pour avoir un système qui est un peu plus difficile à réguler que, par exemple, la régulation de température qu'on avait vu précédemment. Donc, on a prévu un régulateur PID mixte, puisque le gain ici vient agir sur l'action intégrale et aussi sur l'action dérivée. Ici, on a ajouté un bloc qui s'appelle un filtre et qui est présent sur tous les régulateurs numériques. On expliquera son rôle par la suite, donc simplement pour l'instant, on accepte qu'il est là et on n'explique pas forcément
le rôle. Au niveau de la saturation, on a une valeur maximale à 100, une valeur minimale à 0. Donc au niveau du délai ici, on a bien sûr noté 20 ici. On a augmenté le buffer size pour ne pas avoir d'erreur de calcul. Et ici, on a une consigne à 20 unités. Et ici, une valeur initiale à 10 degrés. Là, le graphique est pour l'instant représenté sur 4000 secondes, donc à ce niveau-ci, ainsi que ici, on a 4000 secondes. Pourquoi? Ben parce qu'on a quand même une constante de temps de 200 et en plus, il y a un cube qui vient jouer. Alors, en pratique, on commence en général avec un gain de 1. Pourquoi? Ben parce que on n'a pas envie de mettre le système en instabilité dès le départ. On sait que c'est relativement dangereux pour une installation, bien que ici on est en simulation, donc on pourrait tout à fait le faire, mais disons qu'on va montrer comment on joue avec cette méthode du régleur dans les règles de l'art, de toute façon en étant prudent dès le départ, en plaçant un gain ici de 1 ou de 0,5. Alors voyons ce que ça donne au niveau de la réponse. Alors, le graphique, il se situe ici, et je vois que je suis très loin de ma consigne parce que j'ai ici une valeur ici qu'on voit à peine décoller. Donc ce gain de 1, ben, clairement, il ne va pas convenir. Alors ce qu'on fait, eh bien, on augmente progressivement le gain. Donc la recette de cuisine, hein, c'est d'augmenter progressivement le gain de façon à avoir un dépassement, le dépassement souhaité. Et le dépassement souhaité, c'est 2 degrés. Donc 2 degrés par rapport à 20 moins 10, puisque la consigne c'est 20 degrés et la valeur initiale c'est 10. Donc 2 degrés, ça représente en fait un dépassement de 10%. Donc notre cible, c'est d'avoir un dépassement de 10%, même déjà avec ce régulateur proportionnel. Donc je vais essayer par exemple un gain de 1,3. Et voici ce que ça donne. Donc, je vois qu'ici j'ai un dépassement. Est-ce qu'il est de 10%, de 20%, puisque 2 degrés par rapport à 10 degrés, c'est 20% de dépassement. Donc, j'ai commis une erreur tout à l'heure. Notre cible, c'est 20% de dépassement et non 10. Donc, alors, ici, il faut évaluer le dépassement. Ici, en prenant le curseur, avec ici la valeur maximale et ici la valeur finale, et évaluer ce dépassement en pourcent. Donc, le calcul, c'est les 14,89, on va dire, moins 14,38, divisé par le delta PV, donc 14,38 moins 10. Alors, le calcul, je l'ai déjà fait ici. Et ça fait un dépassement de 11,5%. 11,5%, ce n'est pas le cahier de charge. Le cahier de charge demande un dépassement de 20%. Alors pourquoi pas garder 11% si on dit qu'on veut 20%? Ben parce que si on autorise 20%, ça veut dire qu'on autorise un système à monter plus rapidement, avec un temps de montée plus rapide. Donc je reviens à ma boucle de régulation ici. Et si le dépassement n'est pas suffisant, ce qu'il faut faire, c'est continuer à augmenter le gain. Alors on peut le faire pas à pas, hein. On peut ici mettre 1,5, voilà, regarder ce que ça donne, voir que en fait ici on a un dépassement qui est de plus en plus prononcé. Donc le dépassement, il va augmenter en pourcentage petit à petit. Alors bien sûr, j'ai fait les essais avant, et lorsqu'on arrive à un gain de 2, un gain de 2 ici, on voit qu'on a ce dépassement-ci.
On voit qu'on a une courbe qui est assez encore belle à regarder. On connaît les allures souhaitées des réponses de systèmes régulés, où on autorise un dépassement. Donc, ce dépassement-là, par rapport à la valeur finale, c'est un dépassement d'environ 20%. Alors, les calculs sont ici. Pour un gain de 2 unités, avec un TI infini, donc une correction intégrale nulle, on a ici un dépassement de 19,8%, ce qui est ce qu'on souhaite. Alors, ce qui est important de signaler, c'est une erreur fréquemment commise, c'est que on se trompe de cible pour le régulateur proportionnel. Donc, si je reviens à Scilab, ici, eh bien, je vois que j'arrive à 15,45 et non à 20 degrés de consigne. On sait très bien qu'avec un régulateur proportionnel, on n'arrivera pas forcément à approcher la consigne. On aura toujours un écart statique. Donc le but, ce n'est pas de réduire l'écart. Le but, ce n'est pas du tout d'approcher les 20 degrés. Le but, c'est d'avoir un dépassement du pourcentage souhaité, du pourcentage indiqué dans le cahier de charge. Donc très souvent, l'erreur, c'est qu'on augmente le gain de façon à minimiser l'erreur. Et c'est ce qui va se passer ici. Hein. Donc, il est tout à fait vrai qu'on pourrait encore aller plus loin, on pourrait mettre un gain de 3. Hein, et ce qui se passe ici, on va relancer la simulation. On voit qu'on a un système qui devient moins bien amorti et on aura un dépassement ici supérieur à 20%. Et on aurait une valeur finale ici qui est plus proche des 20 que tout à l'heure, mais attention, ce n'est pas ce qu'on souhaite ici. Ce qu'on souhaite, nous, c'est d'avoir un dépassement de 20%. Or, ici, si on faisait les calculs, on aurait un dépassement supérieur à 20%. Donc, si on revient à la méthode, à partir du moment où vous avez votre dépassement de 20%, eh bien, vous notez votre gain ici. C'est votre gain que vous allez utiliser pour votre régulateur PI. L'étape suivante, maintenant, c'est d'ajouter l'intégrale de façon à annuler l'écart permanent. On a un écart permanent encore assez important puisqu'on a environ 4,6 degrés d'écart. On sait que l'intégrale va nous permettre d'annuler cet écart. Donc, on revient à la simulation et on va chercher une valeur de TI qui permet d'annuler l'écart et qui donne toujours ce dépassement de 20%. Donc, je vais remettre mon gain à 2 unités et je vais chercher une valeur de TI. Alors, normalement, si on veut être prudent, on met une correction intégrale d'abord assez faible. Donc, ça veut dire une valeur de TI très grande. Ça, c'est une deuxième source d'erreur. C'est que on met une valeur, si on veut mettre une valeur de correction intégrale faible, eh bien, on indique une faible valeur ici, par exemple 3. Ça va donner en fait un système très instable. Donc, si on était dans la réalité d'un process, devant le process, ce serait relativement dangereux de pratiquer comme ça. Donc moi, je vais mettre une valeur assez élevée ici. Je vais mettre par exemple 10 000. Ça donne quoi? Eh bien, ça donne ceci. Donc le début de la courbe, il est comme tout à l'heure. Est-ce que j'ai bien remis le gain à 2 unités? Oui. Donc, le débit de la courbe est identique à la proportionnelle. Et puis, on voit que l'intégrale commence à travailler et on voit le PV qui monte, mais très doucement. En fait, beaucoup trop doucement. On voit qu'ici, on n'est même pas encore à 16,5 degrés. Donc, les 20 degrés, on va y arriver. Hein. On va y arriver. D'ailleurs, on peut le montrer. Il faut mettre la courbe sur un temps beaucoup plus grand. Par exemple, sur 15 000 secondes. Ici, je vais mettre 15 000 secondes. Vous voyez que le PV, il monte doucement et vous voyez que ce n'est pas encore assez pour arriver aux 20 degrés, mais en fait, on y arriverait. Et donc, cette courbe-ci, c'est une courbe caractéristique d'un TI qui est beaucoup trop grand. Donc, l'erreur, elle est rattrapée, mais dans un délai qui est beaucoup trop grand. Donc, à retenir, ce genre de courbe nous indique que le TI est trop grand. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on diminue petit à petit. Hein. Donc, on pourrait diminuer. Donc, par exemple, je vais mettre 1000 ici. Et je vais voir ce que ça donne. On voit que
on a un dépassement ici, mais en fait, ce n'est pas un dépassement vraiment au sens propre, puisque il n'est même pas plus haut que la valeur finale. Cette fois-ci, vous voyez qu'on tend bien vers les 20 secondes. Mais c'est une courbe ici qui ne nous convient pas, parce que ce qu'on souhaite, comme courbe habituelle, c'est que le dépassement il se fasse légèrement au-dessus de la consigne. Et ici, nous, le cahier de charge, il nous dit qu'on doit avoir 2 degrés de dépassement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, puisqu'on a l'occasion d'avoir un dépassement, eh bien, on va rendre la régulation plus rapide en passant au-dessus de ces 20 degrés. Pour ça, on va diminuer le TI, on va rendre la régulation un peu plus agressive. Et donc, en faisant différents essais, par exemple, je vais mettre 500 ici, je vois que cette fois-ci, je commence à avoir une courbe qui ressemble à ce qu'on souhaite, sauf que le cahier de charge n'est pas rempli parce que j'arrive ici à 21,3 degrés. Et or, le cahier de charge dit 2 degrés de dépassement sont admis. Donc, ce que je vais faire, je vais encore diminuer, je vais encore essayer d'aller plus vite, de rattraper mon erreur plus vite. Et avec un peu de recherche, donc, on va trouver une valeur qui est la valeur correcte. J'avais essayé avant, 440 secondes permet d'arriver, vous voyez, aux 22 degrés, donc 2 degrés de dépassement par rapport à la valeur finale. Donc à partir du moment où on a ça, on a un dépassement, un creux, et puis on tend quasiment très très vite vers la valeur finale. Quand on a cette courbe-là, on peut se dire que c'est une régulation qui est bien paramétrée et qui remplit le cahier de charge. Alors, je vais remettre ici les 4000 secondes. Voilà. Et donc là, on va voir un peu mieux comment ça se passe. Donc voilà nos 22 degrés, un creux, et puis on tend vers la valeur finale. Donc voilà un procédé qui est réglé. On peut prendre ces paramètres-là, le gain de 2, le TI de 440 secondes, les injecter sur le régulateur sur la ligne de production et tester normalement. Ça doit fonctionner et correspondre à ce qu'on vient de simuler. Donc voilà pour le régulateur PI. Donc si on veut créer un rapport pour compléter son cours, eh bien, moi je conseille c'est d'indiquer toutes ces réponses et les différents essais avec les réponses effectuées. Alors, donc voilà ici par exemple la PI 200 qui est trop faible, on voit qu'il y a une réponse qui est très mal amortie, donc ça veut dire que à ce moment-là il faut augmenter le TI pour rendre l'amortissement meilleur. Et on arrive ici donc à la courbe désirée avec 2 degrés de dépassement. À ce moment-là, on peut évaluer les performances, puisque après le but ce sera de comparer avec un PID. Donc on va évaluer le temps de montée et le temps de réponse. Nous avons un temps de réponse de 2003 secondes. Vous voyez que c'est à ce moment-là qu'on rentre dans le tube plus ou moins 5%. Donc plus ou moins 5% de quoi? De 10 degrés de delta PV. Donc le tube se situe à 20,5 et valeur inférieure à 19,5. Et on voit qu'on rentre dans le tube donc ici à 2003 secondes et on n'en sort plus. Donc le temps de réponse est ici 2003 secondes. Le temps de montée, à quel moment atteint-on les 20 degrés? La première fois, on les atteint après 686 secondes. Donc voilà le temps de montée et le temps de réponse. Voici les performances calculées par la simulation. Voyons maintenant comment on établit un PID avec la méthode du régleur. C'est un peu plus compliqué puisqu'on a un paramètre en plus qui est la dérivée. Alors voyons ça sur Scilab. Donc c'est un peu différent. Le début est identique, c'est-à-dire que le début consiste à trouver le gain qui permet d'avoir 20% de dépassement. Et on avait vu que ce gain, il valait 2. On va supprimer l'intégrale parce que la première chose à faire, c'est de chercher la dérivée ici. Donc, je rappelle ce qu'on a comme courbe avec la proportionnelle seule. On a un dépassement et une valeur finale qui ne tend pas vers la consigne, mais c'est tout à fait normal.
Donc on part de là et on va augmenter le paramètre dérivé petit à petit de façon à supprimer le dépassement. Vous voyez qu'ici, on a encore un dépassement, mais si on regarde de plus près, il est moins prononcé que précédemment. Donc, je vais continuer à augmenter mon TD, prudemment. Alors, 0,9, vous voyez que ça n'a pas changé grand-chose, donc on peut y aller beaucoup plus franchement. Donc, par exemple, je vais mettre 50 ici. On voit qu'on a encore du dépassement, mais on dépasse à peine des 16 unités. Donc là, on voit que la bosse commence à être atténuée. Donc je continue, vous continuez ainsi. Et donc forcément, j'ai cherché avant quelles étaient les valeurs. C'est pour ça que c'est une méthode qui demande beaucoup d'essais. Ce qui n'est pas une grosse contrainte en simulation, mais vous voyez que si on était devant le process réel, si chaque fois il fallait faire un essai et attendre, ce serait relativement interminable pour ce genre de régulation. Alors, voici ce que ça donne avec, si on augmente le TD, à un moment donné, on a une courbe qui est celle-ci, vous voyez, et là, le dépassement, la première oscillation, a disparu. Et bien, lorsque vous obtenez ceci, vous pouvez vous arrêter et noter cette valeur de TD 190. On voit que si on va trop loin, si je mets 500 par exemple, qu'est-ce que ça donne? Eh bien là, ça n'est pas moins correct, donc on s'arrête à partir du moment où le dépassement, la première oscillation, a été supprimée. Donc, ici, ce n'est pas flagrant, mais vous avez des procédés où si vous augmentez le TD à des valeurs trop grandes, vous avez un système qui devient instable. Donc, je vais garder cette valeur de 190 et je vais remettre la valeur de tout à l'heure du PI de 440. Et je vais regarder ce que ça donne. Ben voilà, je me suis trompé. Donc, ici, c'est pas 400, mais bien sûr 1 sur 440. Et je vois que j'ai une réponse qui est assez correcte. J'ai un dépassement, j'ai même plus de creux. Mais par contre, je vois que je ne vais que jusqu'à 21 degrés. Or, j'ai droit à un dépassement de 22. Donc, moi, je vais essayer d'atteindre les 22 degrés parce que ça permet d'améliorer la rapidité. Et c'est là, en fait, l'intérêt de la dérivée, c'est qu'elle a un effet stabilisant. Elle augmente l'amortissement et par rapport à tout à l'heure où on n'avait pas de dérivée, eh bien tout à l'heure, si on supprimait la dérivée ici, on avait un dépassement de 2 degrés. Et grâce à la dérivée, on n'a plus qu'un dépassement de 1 degré. Donc, il ne faut surtout pas laisser les choses comme ça, sinon finalement, on a moins d'intérêt que le régulateur PI. On a droit maintenant à dynamiser les choses et on va le faire en augmentant le gain. Donc, par exemple, je vais passer à 2,5. Je vois que c'est toujours une belle courbe. J'ai un peu monté ici en dépassement. J'ai augmenté la rapidité. On pourra l'évaluer plus tard. Mais je vois que j'ai toujours pas atteint 22 degrés. Donc, je vais continuer à augmenter mon gain. Et en fait, on peut l'augmenter assez fort puisqu'on peut aller jusque 4,5. Donc, ça, forcément, je l'ai évalué préalablement. Vous devez faire éventuellement de nombreux essais pour y arriver. Et vous voyez qu'avec un gain de 2,5, on arrive ici à 22 degrés, ce qui représente le cahier de charge. À partir de là, on peut se dire, ben voilà, mes paramètres, je les ai trouvés et je vais évaluer les performances pour comparer par rapport à mon pays. Donc pour cela, Start Data Type Manager, on regarde ici quel est le temps du dépassement, quel est le temps ici qui va correspondre au temps de montée, et le moment où on arrive à un demi-degré de ma consigne, c'est-à-dire à 20,5 degrés. Et en faisant ça, je l'ai déjà fait au préalable. L'essai d'un PID. On peut peut-être aussi se reparcourir ensemble quelles étaient les étapes avant d'évaluer les performances, de façon à créer un rapport et aussi de resynthétiser toute la méthode. Donc le PID, d'abord,
vous annulez l'intégrale, vous annulez la dérivée aussi, et vous cherchez le gain qui permet de trouver 20% de dépassement. Ensuite, vous cherchez la valeur du TD qui permet de supprimer la bosse. On voit ici qu'avec un TD de 50, on a une bosse qui a diminué. Elle n'est plus de 20%, elle est de 13,6%. Mais on a droit à 20%, mais ici, le but, c'est de la supprimer. Donc, ce que je vais faire, l'étape suivante, c'est d'augmenter progressivement le TD pour supprimer ce premier dépassement. Et je vois que j'arrive à le supprimer avec un TD de 190 secondes. Donc, c'est la valeur que je vais retenir pour ma dérivée. L'étape suivante, c'est de trouver une valeur de TI pour, cette fois-ci, annuler l'écart statique, puisque je vois qu'ici, je suis loin, hein, je suis à 15,5 degrés à peu près, et je veux 20 degrés. J'avais trouvé précédemment, lors du réglage PI, qu'un TI 440 secondes convenait bien. Et je vois ici qu'avec ce TI, eh bien, j'arrive à 21 degrés lors du premier dépassement, et j'ai en réalité droit à un dépassement plus important. Donc, l'étape suivante, c'était d'augmenter le gain pour augmenter le dépassement et ainsi permettre de diminuer le temps de réponse et le temps de montée. Alors, on a trouvé un gain de 4,5 qui permettait d'arriver aux 22 degrés ici. Et là, je m'arrête parce que j'ai rempli le cahier de charge et cette fois-ci, j'ai trouvé mon régulateur PID, 4,5, 440, 190 secondes. Je vais évaluer les performances pour comparer par rapport au pays. Parce que si on n'a pas des performances qui sont améliorées, ça ne sert à rien d'ajouter la dérivée. On verra par la suite que la dérivée, c'est relativement dangereux vis-à-vis de certains aspects. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'en entreprise, ils craignent un peu à ajouter la correction dérivée. Néanmoins, si elle est bien utilisée, eh bien, vous voyez qu'on peut quand même avoir des performances qui sont nettement améliorées ici. Hein. Tout à l'heure, ce n'était pas le cas avec la régulation de température du circuit hydraulique. On voyait que passer d'un PI à un PID, on n'a même pas essayé. On avait très peu d'amélioration en changeant de type de régulateur. Ici, l'effet, il est quand même assez important puisque on a un temps de montée ici de 502 secondes, alors qu'avec le PI, on avait un temps de montée de 686. Ensuite, au niveau du temps de réponse, on voit qu'on est ici à 1555 secondes, contre, je rappelle tout à l'heure, 2000 secondes. Donc ici, le bénéfice, il est quand même relativement important d'avoir ajouté une dérivée par rapport à un simple régulateur proportionnel intégral. Donc voilà les différentes étapes de la méthode du régleur pour un régulateur PI ou pour un régulateur PID.